Alors, je vous précise tout de suite, j'ai un PowerPoint diaporama avec plein de planches, et il y en a plein que vous n'allez pas voir. Donc, comment? Est-ce que le PowerPoint sera ensuite disponible? Oui, en sachant que ce que je vais dire à le PowerPoint ne sera pas forcément la même chose, mais donc vous aurez deux conférences pour une, celle du PowerPoint, ce que je vais raconter. Je vais me servir du PowerPoint plutôt pour commenter un certain nombre de choses, hein, parce qu'une des difficultés que j'ai, c'est que j'ai voulu mélanger trois thèmes qui pourraient faire l'objet d'une conférence en tant que telle. Hein. La problématique de la posture, la problématique de l'accompagnement et la problématique de la mobilisation du pouvoir d'agir. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'aime bien les défis, hein, mais surtout parce que c'est trois thèmes qui sont un peu les poncifs de nos métiers. L'accompagnement aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un problème social, il faut accompagner les gens. Hein. Il y a de l'accompagnement tutorat, du tutorat d'accompagnement, enfin, etc. Vous avez vite vu que quand ça ne va pas, il faut accompagner. Donc on accompagne tout le monde à apprendre à marcher avec des talons aiguilles. Enfin, bref, on a vraiment des accompagnateurs dans tous les champs possibles, du coaching à tout. Hein, voilà. Donc on est dans quelque chose aujourd'hui qui est une espèce de pensée généralisante autour du fait que voilà, et on accompagne, sans trop savoir ce que ça veut dire réellement, alors, à la fois en termes de posture, en termes d'effet, en termes de professionnalisme, voire en termes d'éthique. La deuxième chose, le deuxième élément qui est un peu un élément un peu aussi impensif, c'est la question de la posture. Hein. On l'évoque depuis une dizaine d'années dans les métiers, ça est apparu dans le champ social, dans un premier temps. Là aussi, ça fait consensus, hein. La posture fait consensus, et plein de gens nous disent des choses sur leur posture. Et puis dans la réalité, quand on fait des études un petit peu sur entre ce qu'ils voudraient faire, la manière dont ils disent ce qu'ils font, et puis ce qu'ils font vraiment, on s'aperçoit parfois, il y a un petit écart entre ce qu'on aimerait, que l'autre s'approprie, que la personne devienne autonome, qu'elle puisse s'engager dans un processus de développement, de pouvoir agir, etc. Puis dans la réalité de ce qu'on observe, de ce qu'on fait, nous, pauvres professionnels, en réalité, souvent on fait ce qu'on peut, et la plupart du temps, il y a un écart abyssal entre la conception qu'on a même du rôle qu'on veut s'attribuer et la réalité à la fois des rôles réels, mais aussi des rôles entre la personne qu'on accompagne et le professionnel qui accompagne. Donc on est aussi dans un flou notionnel qui me paraît important de débusquer. Je suis aussi originaire du champ de la formation, et cette question-là, elle se pose aussi dans le champ de la formation de même manière. Et puis un troisième point qui est, alors pourquoi j'ai fait un titre si compliqué, parce que vous avez été obligé d'en faire un autre en disant, personne ne va comprendre le titre, déjà, la mobilisation du pouvoir d'agir. Alors les collègues politiques en me disent aujourd'hui, ouais, c'est une autre façon de dire, il est motivé, quoi. Ah, c'est pas tout à fait ça. Et du coup, ça veut dire que là encore, il faut débusquer derrière un concept apparemment commun, l'empowerment, voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Donc du coup, je vais essayer dans le temps qui m'a imparti de faire le ménage dans tout ça pour essayer d'y voir clair, en sachant que forcément je ne vais pas aller trop loin dans la mobilisation de pouvoir agir, dans la question de la posture, la question de l'accompagnement. Je vais essayer de vous montrer comment tout ça c'est un petit peu cohérent. La deuxième chose qui me paraît importante, et c'est aussi parce que je suis aujourd'hui pas mal sollicité dans la pensée de la décentralisation acte 3, c'est-à-dire comment on va financer les dispositifs, de quoi ont besoin les usagers, enfin, etc. Et travaillant beaucoup avec des politiques et étant interviewé beaucoup par les journalistes aujourd'hui, je vois bien que le contexte dans lequel on est nécessite de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on voit bien que les effets du contexte aujourd'hui sur les pratiques de formation, d'accompagnement, ne relèvent pas d'un processus de changement, mais réellement d'un processus de transformation. On est vraiment à l'aube d'un processus de transformation dans lequel les présupposés sur lesquels on a construit les pratiques de formation, d'accompagnement, d'appui aux personnes, doivent être renouvelés. Et ça va jusqu'au champ de la thérapie et du développement personnel. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, l'usager et la manière dont il va penser son avenir et sa vie sont aujourd'hui redessinés et reconfigurés dans un contexte nouveau, dont j'essaierai de qualifier un peu les termes aujourd'hui, hein, puisque d'une certaine façon, je ne vais pas me contenter d'essayer de dire ça serait quoi l'accompagnement. Ça serait quoi l'accompagnement aujourd'hui? Et aujourd'hui, avec les personnes qu'on est en charge d'accompagner, en sachant que nous pouvons nous-mêmes être accompagnés dans cette situation-là. Troisième point que j'évoquerai, qui est aussi un préambule, c'est que tout peut concourir aujourd'hui à la conformité. Tout le système social fait aujourd'hui qu'on va de moins en moins s'intéresser à la pertinence
est-ce que ce qu'on fait a du sens, et est-ce que c'est utile et pertinent pour la personne, mais est-ce que c'est conforme aux règles financières, aux règles juridiques, à la conformité des cahiers des charges, etc. Et qu'aujourd'hui, on peut nous-mêmes être réduits dans une situation d'impuissance absolue en tant que professionnel, si on veut obéir à ce qu'on nous demande de faire. Et c'est vrai pour les formateurs, les accompagnateurs. C'est-à-dire que le vrai risque de ce que je vois se profiler aujourd'hui, c'est une espèce de pensée étriquée, consensuelle, autour de quoi auraient besoin les gens. Il suffit de les accompagner pour résoudre le problème, c'est-à-dire leur expliquer ce qu'il faut qu'ils fassent. Mais en leur faisant croire que c'est eux qui décident. Parce que ça, quand même. Et l'accompagnement aujourd'hui pourrait ressembler dans certaines situations, et nous on l'a observé, à une forme de processus d'influence non directif dont la stratégie c'est d'amener la personne à décider elle-même des choses qu'on a décidées pour elle. Alors juste une petite anecdote, j'étais récemment dans une région que je ne citerai pas par charité, puis ensuite parce que je suis filmé, et les partenaires sociaux, tous autour de la table, MEDEF, CGT, etc., tous les partenaires sociaux dans leur ensemble, s'affichant en disant il faut que la société française passe d'une orientation subie à une orientation choisie. Et là, tout le monde applaudit en disant c'est formidable, enfin, une idée formidable. Et André Chauvet intervient après, je dis moi je ne suis pas hostile, sauf que vous allez m'expliquer ce que ça veut dire. Parce que, d'une certaine façon, s'il y a 300 étudiants qui s'inscrivent en première année de psycho, est-ce qu'ils l'ont choisi? Ouais, ils ont plutôt choisi d'y aller. Et à la fin, ils ne vont pas trouver de solution professionnelle. C'est vous-même qui le dites. Donc, ça serait quoi l'orientation choisie? En fait, ça serait expliquer aux gens ce qu'il faut qu'ils choisissent. Ah, ça, je comprends mieux. Ça voudrait dire que l'orientation choisie, c'est nous-mêmes générer un processus d'influence qui va amener la personne à adopter le comportement qui est conforme à la pensée publique. La loi de 2009 sur la formation tout au long de la vie, que vous connaissez peut-être, dit clairement et explicitement que le droit de l'usager est de pouvoir choisir en connaissance de cause en fonction des débouchés professionnels prévisibles à court et à moyen terme. C'est la loi de 2009. Donc, petit préambule, ce qui va me prendre 5 minutes dans ma conférence, mais en même temps qu'il y a un temps, c'est de dire qu'on est dans un contexte aussi où on se paye beaucoup de mots, où il y a beaucoup d'accords sur des poncifs, mais que dans la réalité des pratiques sociales, c'est beaucoup plus compliqué, et qu'aujourd'hui, on est dans une tension très forte entre des intentions et des idéologies assez consensuelles, et la difficulté de mettre en œuvre quoi que ce soit dans la réalité des pratiques de terrain. Et c'est vrai pour les professionnels, c'est vrai pour l'usager, c'est vrai pour les financeurs, c'est vrai pour tout le monde. Donc il y a un risque de standardisation de conformité, alors même que l'époque appelle à l'innovation et à l'initiative. Ce qui nous fascine aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais eu autant, dans la pensée publique, autant peu d'idées. Alors que les pratiques de terrain sont des sources d'initiatives extraordinaires. 18 mois de projet européen avec des collègues de toute l'Europe nous montrent l'extraordinaire inventivité des gens quand on leur donne un tout petit peu de moyens pour pouvoir faire quelque chose. Et la question aujourd'hui que je soulèverai beaucoup, c'est les pratiques d'accompagnement doivent sans doute être renouvelées, mais il faudrait d'abord s'appuyer sur les pratiques qui ont déjà été renouvelées, c'est-à-dire s'intéresser à la modélisation des pratiques d'accompagnement et pas uniquement à des grands principes généraux sur qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que les gens soient autonomes, ce qui est quand même un grand poncif dans notre métier. Et le dernier point, et qui explique pourquoi je suis là aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il nous faut développer des pratiques coopératives et que les solutions, elles ne viendront pas des décideurs, mais elles viendront des professionnels. La difficulté des professionnels aujourd'hui, c'est leur incapacité collective à faire identité, c'est-à-dire à dire que c'est un métier, ce qu'on fait. Or, tout l'environnement aujourd'hui va réduire la contribution du professionnel à de l'interchangeabilité. N'importe qui aujourd'hui serait capable d'être formateur, et alors faire du bilan de compétences ou de l'accompagnement des personnes, un bon bénévole retraité, ça devrait le faire. C'est un excellent moyen de ne pas créer des postes et d'augmenter la précarité des formateurs et des accompagnateurs. Or, aujourd'hui, le vrai risque, c'est que plein de gens sont en train de dire ce n'est pas un métier, c'est une attitude. Donc, ce qui veut dire que, à quoi ça sert de venir et d'apprendre à être formateur ou accompagnateur? De toute façon, avec un peu de volonté, tout le monde est capable de le faire. Alors, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, comme il y a raréfaction des ressources d'emploi, un discours récurrent que je commence à entendre, c'est à quoi sert l'accompagnement, puisque de toute façon, il n'y aura pas de boulot. Et ce n'est pas un discours anecdotique. Il pose
exactement le problème que vous avez posé, c'est quelle est la contribution du professionnel dans les parcours et les stratégies individuelles. Alors cette question-là, en gros, la pensée publique ne peut pas la penser à la place des professionnels. Si quelque part, il n'y a pas une pensée collective, coopérative, qui est capable de montrer que c'est un métier, il n'y aura pas de métier. C'est-à-dire que le métier va disparaître. En sachant que ces métiers-là, c'est des métiers qui sont construits dans l'histoire. Et en fait, ils sont construits aussi au regard de dispositifs la plupart du temps. Vous supprimez les dispositifs, vous supprimez les métiers. Quel est le problème? Quand on regarde l'histoire de la construction d'une identité de travail, elle se fait aussi parce que les professionnels ont pu s'allier, créer des conventions collectives, fédérer leur énergie, donc pouvoir exercer un rapport de force avec les entités publiques. Aujourd'hui, pour certains d'entre vous qui travaillent sur des prestations Pôle emploi par exemple, le pouvoir d'influence des professionnels ou des réseaux face au diktat de Pôle emploi, je ne désigne pas les personnes, je désigne la structure, fait que de toute façon, c'est toujours le moins-disant qui va gagner les marchés, et que on voit apparaître aujourd'hui des pratiques de hard discount dans le champ de la formation et dans le champ de l'orientation et dans le champ de l'accompagnement, qui du coup pose le problème aujourd'hui de est-ce que c'est encore un métier, puisque finalement, bientôt, n'importe qui pourra le faire. Et quand je dis n'importe qui, il n'y a aucun jugement de valeur, vous l'avez bien entendu, c'est juste s'entendre sur le fait que ce qu'on fait, est-ce que c'est un métier qui nécessite des gestes professionnels, qui nécessite une culture, une capacité réflexive, etc. Si les professionnels ne s'allient pas, c'est-à-dire coopèrent pas, fédèrent pas, mettent en avant des initiatives, il n'y a aucune négociation possible. Et du coup, je suis là aussi pour transmettre un message sur le fait que c'est bien ce que vous faites. C'est bien ce que vous faites parce que c'est comme ça que la pensée collective peut générer de l'influence sur les pratiques sociales. Et en fait, on a très peu aujourd'hui d'impact de la recherche sur les pratiques sociales. On a une expérience étonnante de la loi 2009 sur l'orientation professionnelle, dont on voit bien la difficulté à la mettre en œuvre aujourd'hui. Mais donc, par exemple, la France est un des pays dans lesquels la culture de l'orientation et la recherche en orientation est la plus élaborée au monde. Un chercheur comme Guichard est invité partout dans des colloques internationaux. Son point de vue dans la mise en œuvre de la loi de 2009, quand vous regardez le texte sur l'orientation professionnelle, vous êtes scotché sur le fait qu'il aurait pu être écrit en 1950, faisant fi de toute la recherche qui a été menée, et non seulement de la recherche universitaire, mais de la pratique de terrain. Donc on a aussi un vrai problème très simple aujourd'hui, c'est comment les professionnels de la formation, du conseil, de l'accompagnement peuvent à un moment donné montrer que ce n'est pas que des théories, et que dans la réalité, il y a des gestes professionnels qui peuvent faire avancer les choses, et c'est la question des impacts, et donc de l'évaluation des pratiques, qui va se poser in fine par rapport à tout ça. Voilà, c'était juste une introduction qui n'avait rien à voir. Mais en fait, il y a un peu à voir. Donc normalement, je devrais vous traiter les 4 points suivants, mais ça dépendra de l'heure en fait et du hasard.